Acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité. Plaisir renouvelé de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous êtes au tribunal de l'actualité, vous le savez. C'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Une émission que vous pouvez également suivre en direct sur Facebook et en streaming sur YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président du tribunal. Avec moi sur ce plateau et comme d'habitude les juges au siège, Geoffroy Va, Bernard Bougman. Bonjour et bienvenue. Bonjour Président, bonjour juge Farah, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Vous le savez, c'est désormais sous la bannière du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI que l'ancien président Laurent Gbagbo va animer la scène politique ivoirienne. Un parti qui a été officiellement porté sur fonds baptismaux les 16 et 17 octobre dernier. Les ambitions du nouveau parti sera au cœur de la présente convocation. Et pour en parler, nous avons à la barre ce matin Justin Koné Katina. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour Président, bonjour Messieurs les juges. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique du PPACI. Vous êtes également le porte-parole de ce nouveau parti-là. Je l'ai dit, nous allons parler des ambitions de ce parti. Ça sera après la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Nous allons à présent passer la parole au juge. Juge Bougman, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette deuxième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité? Merci Président. Mon avant-propos va concerner ce qu'il conviendrait d'appeler l'affaire Kémi Séba, que nous avions enregistré avant qu'il ne prenne la route pour Bobo Dioulasso, parce qu'il avait un meeting avec ses lieutenants là-bas ce week-end. Bon, ça n'a pas marché pour lui parce qu'à mi-chemin, l'homme a été arrêté et prié de quitter le Burkina. Je me rappelle que quand Kémi Séba quittait le Burkina, suite aux propos qu'il avait proférés en son temps, il nous avait été dit que c'était pour sa sécurité parce qu'il y a des gens qui voulaient s'en prendre en lui et qu'il pouvait revenir. Certains avaient vu que le Burkina était interdit à Kémi Séba, jusqu'à ce qu'ils disent à l'émission d'ailleurs qu'il venait ici dans le cadre d'ailleurs de visites privées où il rencontrait des personnalités politiques et de la société civile sans bruit. Donc cette fois-ci, il est venu pour une activité dûment programmée et bien bon, voilà. Donc la suite également on la connaît. Ces lieutenants aussi ont été dispersés. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui s'est réellement passé alors que l'action était dirigée contre les bases militaires françaises en Afrique, le départ des forces étrangères sur nos sols, c'était beaucoup plus cela. Donc j'ai dit c'est une activité qui a été programmée depuis longtemps, qui n'a pas été interdite. Et puis bon, et voilà. Donc les organisateurs se sont préparés. Et puis bon, la suite, comme je l'ai dit, la suite on la connaît. Et je dis bien, s'il ne doit plus venir au Burkina, vous dites qu'il ne doit pas venir au Burkina. Et puis bon, on passe à toute autre chose. Mais dès lors que vous savez qu'il vient pour ceci ou cela, et qu'il venait d'ailleurs dans le cadre et tout, bon, je pense aussi que c'est une image qui prend un coup, Kémi a ses méthodes que beaucoup ne partagent pas. Il y a de la vérité dans ce qu'il dit, il y a de la méthode, ou il y a de la façon de dire cette vérité qui dérange et qui ne partage pas. Et même certains de ses proches, à Ouaga, ont souvent dit à Kémi, en sourdine ou parfois à mots, comment on appelle ça? À demi-mot. Nous partageons le combat, mais nous ne partageons pas les méthodes et les mots qui sont choisis pour dire certaines choses. Donc, mais sur le fond, nous sommes d'accord. Donc, j'ai dit Kémi a ces méthodes que les uns et les autres ne partagent pas. Donc, dire cela, ça ne veut pas dire qu'on prend position pour Kémi ou pas, mais j'ai dit la responsabilité aussi, c'est que s'il est indésirable, ou dire qu'il est indésirable, et puis on passe à comment on appelle ça, à toute autre chose. Sinon, ce que nous avons aussi... c'est pas aussi à notre image. En même temps, on a une jeunesse qui dénonce une certaine façon de faire, mais qu'on ne sent pas aussi sur le terrain. Et puis, c'est des gens aussi qui doivent venir d'ailleurs, comme entre griffes, pour donner le là d'un certain nombre de combats. Bon, là aussi, ça reste songeur. Merci, juge Bougman. Juge Va. Oui, merci Président. Moi, je vais m'intéresser à la cérémonie de prise d'armes
de la 61e, du 61e anniversaire des forces armées. On a eu le propos du président du Faso juste après, qui rappelait que dans cette guerre-là, soit on la gagne ensemble, soit on la perd ensemble. Évidemment, c'était son propos. Et appeler aux uns et aux autres le caractère impérieux de rester courageux, de ne pas pleurnicher et appeler au secours parce que personne ne viendra nous sauver, ce qui est aussi une vérité. Et quand il dit gagner ensemble, ça veut dire que les forces de défense et de sécurité qui sont en première ligne ne peuvent pas elles seules gagner cette bataille. Il va sans dire qu'il faudra l'implication de tout le monde et la résistance se veut dans la non-partage déjà de la peur et puis de la posture digne que chacun aura. C'est très important ce que le président du Faso dit. Maintenant, il y a une partie où il revient sur souvent aussi les commentaires qu'on a sur Internet qui sont de nature, sur les réseaux sociaux, qui sont de nature à décourager, à démobiliser les forces de défense et de sécurité. Moi, c'est là où, quelquefois aussi, je ne suis pas forcément d'accord avec le pouvoir qu'on a aujourd'hui. Il faut reconnaître que c'est la critique objective et positive sur notre offre domestique contre le terrorisme qui a fait qu'il y a eu un ajustement et un calibrage. La preuve, il a promis que la stratégie sera mise en œuvre dans les jours à venir. La stratégie nouvelle s'entend parce qu'on se rappelle de l'engagement qu'il a pris juste après ce qui s'est passé à Solane. Il y a eu un ras-le-bol qui a été partagé sur les réseaux sociaux. Il y a des critiques qui pouvaient être vives, c'est vrai, mais qui pour moi étaient à la hauteur des insatisfactions qu'on avait à un moment donné. Et je ne crois pas que la critique contre l'offre domestique soit celle adressée de façon virulente comme une pique à ce que nos forces de défense et de sécurité sont. Non, c'est à la façon de les organiser. Je crois qu'il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame ici. Et je crois qu'elle est positive aussi parce qu'elle permet d'ajuster. Sinon, après cela, on n'aurait pas eu les engagements, on n'aurait pas eu les discours du président de façon, on n'aurait pas eu tout ce qu'on a eu comme jeu de chaises musicales au niveau de ce qu'on a comme bureaucratie ou tête de proue au niveau de nos armées. Il faut reconnaître que ça a joué son rôle parce qu'à un moment donné aussi, c'est ça qui sert. On est burkinabé et le patriotisme aussi, c'est de ne pas le regarder et de se dire que ça va aller comme ça. Non. C'est de donner sa part de vérité, de donner sa part on va dire de contribution, et cela va avec la critique. Merci, messieurs les juges, pour ces différentes interpellations. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané du lundi au vendredi sur le coup de 8 heures. Justin Koné Katina est notre convoqué du jour. Il est le deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique. Il est également le porte-parole du PPACI, le nouveau parti de Laurent Gbagbo. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes à Ouagadougou dans le cadre justement du congrès de l'UNIR PS, pour ne pas dire de l'UNIR MPS. C'est désormais le nouveau nom de ce parti-là qui a tenu, refermer les portes de son congrès de fusion hier. Alors, parlant de cette fusion, c'est une dynamique qu'on n'a pas l'habitude de voir sous nos cieux. Ce qu'on voit plutôt, c'est un éclatement de la classe politique, c'est un émiettement de l'offre politique. Déjà, votre regard sur ce qui a été fait par les partis d'obédience sankariste. Merci. Je vous remercie beaucoup. Alors, une petite correction. Le nom, c'est Justin Katina Koné. C'est le nom de famille qui est Koné. Voilà. C'est pour chariter un peu les Traoré, quoi. ils vont être les Traoré du Burkina. Il n'y a pas de souci. Voilà. J'avoue que j'ai été émerveillé par... D'abord, je salue le mouvement sankariste, le président Sankara Benwede, qui nous a fait l'honneur donc non seulement de participer à notre congrès, une forte délégation burkinabé est partie dans notre congrès et il a fait l'honneur de nous inviter et c'est le premier parti, c'est la première mission officielle que le parti fait. Et je pense que c'est en dehors de la Côte d'Ivoire, je dirais même que c'est la première activité officielle du PPACI et que ça s'est fait en Côte d'Ivoire et au Burkina. Je pense que c'est tout un symbole. Alors, pour revenir à votre question, j'ai été marqué par deux choses. Par la force, je dirais la résilience de l'esprit sankariste au Burkina, qu'ils ont essayé de capitaliser et de regrouper, de réorganiser. Et comme vous avez dit, la seconde chose, c'est effectivement ce mouvement de convergence qui rompt avec les pratiques que nous connaissons, que nous observons de part et d'autre. Généralement, c'est les mouvements de divergence, d'éclatement, mais c'est les mouvements de convergence. Et je n'ai pas manqué hier dans mon discours de les féliciter, de leur dire merci pour ce bel exemple. D'accord. Monsieur les juges, question de généralité. Juge Bougma. Non, question de généralité.
C'est votre période d'absence de la Côte d'Ivoire, on n'est pas dit votre exil. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Parce que c'est un pan aussi de votre histoire et de votre militantisme politique. Ça a été très dur. J'ai été particulièrement visé. Même aujourd'hui encore, quand je traverse certaines frontières, j'ai encore quelques petits soucis parce que bien que ayant été amnistié, mais je pense que l'information n'est pas passée dans tous les pays où ils avaient mis des mandats d'arrêt. J'en ai eu 18 au total, les mandats d'arrêt. J'ai été arrêté 2 fois au Ghana. Une première fois, j'ai fait 45 jours d'emprisonnement pour une extradition, pour m'extrader vers la Côte d'Ivoire, une demande d'extradition de mon gouvernement pour la fameuse histoire de braquage de la BCAO. On m'accuse d'avoir volé 400 milliards de francs CFA, d'avoir emporté et braqué la banque avec 400 milliards de francs CFA. Mais rassurez-vous, je n'ai même pas un CFI Cocopec, ça vous pouvez être sûr. Et puis, par la suite, le juge qui, comme vous, là c'était un juge pénal qui me recevait et m'a accordé la liberté provisoire un mardi, comme aujourd'hui. J'ai quitté le tribunal, ma prison, le mercredi. 2 jours après, le vendredi, j'ai été encore arrêté cette fois-ci par Interpol pour avoir être accusé, qui m'accusait d'avoir, le gouvernement ivoirien encore m'accusé d'avoir tué 2 personnes. Ils m'ont envoyé encore en prison, mais pas devant un autre juge. Bon, au bout du compte, j'ai dû gagner les 2 procès parce que à la fin, les juges ont découvert qu'ils ont jugé que c'était des poursuites politiques et que je ne pouvais pas être extradé du fait que j'étais réfugié et que les motifs de mes poursuites étaient des motifs politiques et que la constitution ghanéenne refusait et interdisait donc qu'on puisse extrader quelqu'un pour des raisons politiques. Donc ça a été très difficile, le gouvernement ne s'est pas arrêté, après j'ai reçu des mandats d'arrêt, j'ai été arrêté 3e fois. Pour faire une petite anecdote, en venant ici, j'étais au Ghana. Je suis passé au Ghana parce que j'avais des choses. J'étais en visite personnelle quand le président du parti, le président Laurent Gbagbo, m'a fait appeler pour dire qu'il m'instruit pour que je vienne participer et représenter le parti aux travaux de l'UNIR MPS. J'ai dû prendre un billet d'avion pour rapidement venir. Alors j'ai raté ce vol. Le vol à l'aéroport d'Accra, j'ai été arrêté. On m'a encore arrêté là-bas parce que les informations n'ayant pas été clarifiées dans leur système. J'ai dû me battre. Malheureusement, j'ai eu le temps d'appeler le ministre de l'Intérieur, qui est un ami, pour lui donner l'information et qu'il réagisse. L'avion est parti. Alors j'ai dû tempêter fort pour que le gouvernement ghanéen, qui est fautif, me trouve un autre avion et c'est eux qui ont payé un jour billet d'avion pour me faire passer par une autre compagnie et pour que je puisse arriver ici. Donc, je pense qu'avec le temps, ça va finir. C'est des petits embêtements qui vont finir. Bon, je pense que ça a été dur, ça a été très dur, mais le plus important, c'est que je sois revenu. À titre personnel, ma famille, ça a été difficile. J'ai perdu mon fils aîné d'ailleurs. Quand j'étais en exil, je n'ai pas été capable même de l'enterrer. Et aujourd'hui, comme c'est la fête des défunts, donc j'ai une pensée pieuse pour lui. Et donc, bon, voilà, ça a été très difficile. Mais pour reprendre les mots du président Roch, ça ne sert à rien de pleurnicher, c'est son sort. D'accord. Voilà. Le juge va. Comme on est dans les généralités, c'est le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. Je pense que lors du congrès constitutif, vous mettiez en avant le caractère panafricain. Vous êtes ici pour, on va dire, sur invitation de parti sankariste. Sankara, pour vous, c'est qui, c'est quoi le symbole? Lorsqu'on se rappelle, c'est quelqu'un qui était non aligné derrière quand même, quelqu'un d'influent en son temps, au fait. Oui, alors, il y a le sentiment de politique que je suis et il y a le sentiment des mémoires de jeunes hommes. Parce que Thomas Sankara, ce sont nos années de lycée, collège lycée. Et comme je l'ai rappelé hier dans mon discours, il y a 3 personnes qui nous ont marqué. 3 personnes ont marqué notre génération. Il y avait Thomas Sankara, Jerry Rawlings et le président Laurent Gbagbo. Pour eux, en Côte d'Ivoire, c'est lui qui portait la contradiction à travers d'abord les syndicats et après le parti qui a été dans la clandestinité en 1982 et les grèves et l'action politique et syndicale qu'il a menée, qui nous a attiré notre attention sur l'action politique et ouvert nos yeux sur la réalité politique et même socio-économique de notre pays. De l'autre côté de la frontière, le côté nord, nous avions Thomas Sankara. C'était notre idole. Parce que nous, notre génération, c'est eux et la musique reggae. Et voilà, c'est notre génération, ça. Et
Et donc, à la frontière Est, il y avait Jerry John Rawlings. J'ai eu l'honneur particulier, je pense que c'est exceptionnel, de rencontrer ces 3 personnes. 2 directement, une indirectement. Le président Rawlings, il a été mon père pendant tout mon exil. N'eût été le président Rawlings, certainement le gouvernement ghanéen aurait cédé à la pression. Par exemple, il y a eu beaucoup de pression. Il a payé tout son poids pour empêcher mon extradition. Il est mort presque mon père, j'ai passé par tous ses obsèques. Et évidemment le président Gbagbo, qui est, que j'ai connu depuis 1988, qui est justement mon père. C'est vraiment mon père, à la fois politique et même, j'ai une affection un peu particulière pour lui, une affection paternelle, filiale vis-à-vis de lui. Et puis, Thomas Sankara. Alors lui, je le rencontre en exil, mais à travers l'un de ses plus proches collaborateurs, Étienne Zongo. Et d'ailleurs, d'ici, je m'en vais dans son village pour aller m'incliner sur sa tombe. Il m'a apporté beaucoup. Et il m'a permis de savoir ce que je ne savais pas sur le Sankara. Je le voyais loin, Thomas Sankara, mais lui m'a permis de le savoir un peu plus. Et il est pratiquement dans mes bras qu'il est mort. Et je suis même avec son neveu qui va m'accompagner. C'est moi qui ai organisé le transfert de son corps à Ouaga. Je n'ai pas pu venir à l'enterrement à cause justement des tracasseries que j'avais. Et comme j'ai l'opportunité, je vais le saluer. Et quand je m'inclinerai sur la tombe de Étienne Zongo, je pense que c'est une façon de m'incliner également sur la tombe de Thomas Sankara, dont ils ont été un très, très, très proche collaborateur et qui était en exil aussi au Ghana depuis 1987, depuis le décès, et qui est rentré seulement après les événements de 2014, en 2015. Malheureusement, il n'a pas pu jouir je dirais, des fruits de leur lutte, et il est mort quelques temps après son dernier voyage au Burkina. Et ça m'a été une grosse peine pour nous. Donc voici, je suis l'enfant de la gauche, je suis un enfant de la révolution, je suis un homme de la gauche, je suis totalement à gauche, et donc je suis dans mon milieu, et avec l'UNIR MPS, et je suis dans mon milieu avec le président Laurent Gbagbo, j'étais dans mon milieu avec le président John Jerry Rawlings. Alors vous l'avez dit, vous êtes un enfant de la gauche, Thomas Sankara fait partie de votre héritage politique. Aujourd'hui, il y a un procès qui s'ouvre pour, en tout cas, savoir un peu les circonstances dans lesquelles il a été tué. Il y a un homme qui est cité, Blaise Compaoré, plutôt, qui est en exil en Côte d'Ivoire, dans votre pays. Depuis la Côte d'Ivoire, quel regard vous portez sur ce procès? Alors, il y a j'ai un sentiment ambivalent sur la question. Oui, je pense que le président Blaise, il a été chef d'État, donc je continue de lui donner le titre de président. Il a été un élément, pour moi, je l'ai dit ouvertement, un élément, il a joué un mauvais rôle dans la sous-région. Il a tué, il a été acteur principal de la fin précipitée d'une espérance de Thomas Sankara. Il a été cité dans beaucoup de crises. Et aujourd'hui, je pense que le passé le rattrape. Et il est en exil. Évidemment, il faut bien un jour qu'il puisse répondre. Ça, c'est des choses normales de l'histoire. Mais il se trouve qu'il est exilé. Et moi, j'ai été exilé. J'ai été exilé. Et donc, j'ai cette petite compassion pour lui. J'ai cette compassion pour lui parce que ce n'est pas toujours facile. Quels que soient les titres, l'endroit qu'on peut croire, il a beaucoup d'attaches en Côte d'Ivoire, il est très attaché au pouvoir ivoirien, mais il n'est pas chez lui. Et donc, il y a ce petit sentiment, cette petite émotion qui est personnelle et qui fait que j'ai une petite compassion qui ne le dédouane pas et qui n'empêche pas de répondre des choses, parce que quand même, il est au sommet de l'État, il faut bien à un moment donné répondre des actes. Mais ce petit sentiment-là, que bon, c'est un exilé, j'ai été exilé comme lui, j'ai été traqué. Bon, enfin, on ne le traque pas. Lui, bon, il est bien encadré, bien protégé. Comme lui, on m'a demandé à être extradé, et pas pour les mêmes raisons. Mais il y a ce petit sentiment-là de solidarité, que je suis obligé de compassion, que je peux partager un peu avec lui, parce que j'ai été exilé et je sais ce que c'est qu'un exilé.
Mais en même temps, vous aussi exilés, quand on vous demandait de rentrer, que le pays faisait tous les pas pour pouvoir vous faire rentrer, vous vous opposiez. En tout cas, d'une façon ou d'une autre, vous parliez de Rollins qui a pesé de tout son poids, sinon vous seriez rentré en Côte d'Ivoire sûrement. Est-ce que vous comprenez le fait que Blaise ne revienne pas ici? Alors, non, le pays n'a pas... moi, la différence, c'est que le pays n'a pas fait tout pour que je revienne. Le pays, non, que je revienne en citoyen libre. Le pays a voulu m'envoyer de force pour aller faire face à une situation. Et le juge, là-bas, ce qui s'est passé, c'est que le juge qui a jugé mon affaire m'a dit « Je ne pouvais pas t'envoyer parce que la raison, elle est d'ordre politique. Le motif de ta demande d'extradition, de leur demande d'extradition est d'ordre politique. » Moi, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, et c'est à ce niveau-là que... parce que dans tous les pays du monde, l'extradition est ordonnée par un juge. C'est cela. Ce n'est pas un acte administratif. Moi, la deuxième fois qu'on m'a arrêté, on avait voulu, c'était un coup bien monté, hein, c'était une fois, la police ivoirienne était déjà sur le territoire ghanéen, avec un avion, on voulait m'enlever de force. Je leur ai opposé ça. J'ai dit, ce n'est pas possible. Je suis juriste, je ne peux pas, vous ne pouvez pas le faire, messieurs les policiers. Ce n'est pas possible. C'est un acte judiciaire. Donc, moi, je pense que si vous clarifiez la situation, notre pays, la Côte d'Ivoire, devait peut-être envoyer ce dossier devant un juge. Parce que quand même, il y a une demande d'extradition qui est pendante là-bas, et peut-être qu'il faudra laisser un juge de trancher sur l'affaire. Comme ça s'est fait d'ailleurs avec son frère, Compaoré, c'est Simon, non en seconde, c'est de la France. Donc, je comprends qu'effectivement, la procédure judiciaire n'est pas respectée, quel que soit le crime ou l'infraction qu'on reproche à quelqu'un, au moins le droit veut que sa procédure soit respectée. Et c'est à ce niveau-là que je ne comprends pas très bien l'approche, parce que l'extradition dans les pays de la CEDEAO, c'est régi par une loi de 1987, le traité de 1986, qui a été ratifié par un certain nombre de pays. Mon pays ne l'avait pas ratifié, ils l'ont ratifié après. Et ça a été l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ils ont rejeté leur demande d'extradition, parce qu'au moment où ils me réclamaient, ils n'avaient pas ratifié le traité d'extradition. Donc, et ce traité est clair, l'extradition se fait par décision judiciaire. Donc, il appartient aux autorités ivoiriennes à qui une demande d'extradition a été formulée, de présenter l'affaire devant un juge ivoirien qui tranchera l'affaire, est-ce que oui ou non, il faut le faire. Parce que si le juge estime que l'extradition est basée sur des questions d'ordre purement politique, qu'il n'y a pas de faits tangibles, ben, il ne viendra pas. Et c'est une décision qui clôt. C'est une décision qui clôt le départ. Mais si on reste dans cette situation politico-administrative, à un moment donné, on a l'impression que finalement, c'est les deux gouvernements qui ne font aucun effort pour réunir effectivement les personnes concernées sur le plateau. Puisque la procédure existe. Enclencher la procédure selon le droit. Mais l'autre pan aussi de votre extradition, c'est vrai que vous êtes un homme politique, mais Alassane Ouattara avait besoin également de vous, pas forcément pour répondre d'un certain nombre de crimes ou pas, mais aussi il avait besoin de vous comme collaborateur, compte tenu de votre parcours, de votre intelligence, il avait aussi besoin de vous. Alors on le demande autrement. On ne le demande pas avec les mandats d'arrêt. On le demande autrement. Mais à vous c'est un aîné, hein, c'est quelqu'un. Je l'avais quand même demandé, moi même demandé au président Gbagbo, je veux ton collaborateur. Je veux dire, en tout cas, la forme n'y était pas. Si tel était l'objectif, la forme n'y était pas. Voilà. Oui, parce qu'on vous entend parler, vous êtes un pur produit de la gauche, convaincu, et donc chevillé, pour ne pas dire chevillé au corps. Alassane Ouattara, il est de la droite, il est libéral. Est-ce que c'était une connexion possible d'ailleurs? Non, pour dire vrai, non, nous n'avons rien de commun sur ces questions-là. Nous n'avons que la patrie qui nous unit, et donc en tant que patriote, peut-être il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, mais sur le plan idéologique, ça nous sera difficile que nous puissions collaborer, parce que nous avons deux conceptions totalement différentes. Et quand vous lisez mes écrits, je suis acerbe sur sa politique économique, ses choix économiques, parce que j'estime que une question comme la dette, qui a fait l'objet et l'une des raisons pour lesquelles Thomas Sankara est mort, parce que très souvent les gens oublient, notre faute en Afrique, c'est que nous oublions notre histoire. Nous ne lisons pas beaucoup notre histoire. Thomas Sankara, quand il a fait son discours à l'OUA sur la dette, quand vous écoutez ce discours, vous comprenez que c'était quelque chose de très tranchant. Et moi, je suis dans cette logique. Je ne crois pas du tout, un seul instant, qu'on puisse se développer à partir de la dette.
la dette, ça sert aux gouvernements qui n'ont pas une longue vue. C'est-à-dire, je m'endette, je fais ce que j'ai fait, et puis quand je ne suis pas là, vous vous débrouillez. Et ça, ma position est claire là-dessus. Quand on sait la bataille qui a été menée par les pays africains, les pays non alignés, parce que le combat de la dette a commencé en 1976 par les pays non alignés. Après, les organisations, il y a certaines organisations humanitaires sont rentrées, l'Église, les religions, tout. Et le fruit est arrivé pratiquement dans les années 90 et 2000. À peine sorti de l'endettement, nos pays se sont surendettés. Et pire, cette fois-ci, sur le marché des capitaux, sur le marché privé. Et quand vous analysez la structure de la dette, la nouvelle dette, vous vous demandez comment nous allons nous en sortir. Comment nous allons nous en sortir. Donc moi, personnellement, sur ce point, j'ai vraiment beaucoup de réponses. Et sur ce point, il y a très peu de chances que nous puissions nous entendre, en tout cas sur les choix économiques. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, Justin Katina connaît notre convoqué du jour. Nous allons parler de votre offre politique avec justement le PPACI. On l'a dit, c'est un nouveau parti. Alors, un parti qui est en train de faire ses premiers pas sur l'arène politique au niveau de la Côte d'Ivoire. On l'a dit. Le nom, il est nouveau. Est-ce que l'offre politique, elle est nouvelle? Parce que beaucoup se posent la question. C'est vrai, vous avez tantôt parlé de ce qui a été posé comme acte par les sankaristes qui ont fait un mouvement de convergence. Chez vous, c'est plutôt le contraire. Alors, ce sont des acteurs bien connus de la scène politique avec un nouveau parti. Est-ce que finalement, on peut faire du nouveau avec du vieux? Alors, il faut peut-être rectifier les choses. Notre mouvement, il est mixte. Il y a eu certainement des départs, mais il y a eu deux partis quand même qui se sont joints à nous, qui se sont fondés à nous. Donc, c'est là important quand même de le relever. Oui, alors, les acteurs peuvent ne pas être, sont pas forcément neufs, mais l'offre en elle est une offre qui existait mais qui n'a pas pu être mise en œuvre. Et je vous explique, j'ai expliqué, je crois, c'est sur cette chaîne ou quelque part d'autre, que de 2000, dès qu'il est arrivé au pouvoir en 2000, notre offre que nous avons proposée, peut-être que nous ne l'avons pas suffisamment expliqué aux uns et aux autres. Nous avons, mais ceux qui connaissaient déjà cette offre, ceux qui la percevaient et qui étaient dans les cercles des initiés ont compris que cette offre-là n'arrangeait pas du tout leurs affaires. Donc, automatiquement, depuis 2000, parce qu'on l'oublie très souvent, le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, le 26 octobre 2000, a prêté serment. Le 8 janvier 2001, il a eu la première tentative de coup d'État contre lui. Malgré les efforts qu'il a fait de faire entrer ces deux opposants les plus en vue, les trois, parce qu'il y avait Gueye, Bédié et Ouattara, de faire un forum de réconciliation nationale et de créer un gouvernement d'union nationale le 5 août 2002, cela n'a pas empêché la rébellion d'éclore en 19 septembre. Et ça nous a détourné de notre essentiel. Ça fait que l'offre politique que nous voulions proposer, nous n'avons pas pu la proposer, nous n'avons pas pu la mettre en œuvre. C'est cette offre-là que nous avons réactualisée. Cette fois-ci, en accentuant, tirant les leçons du passé, en accentuant sur deux éléments qui nous sont essentiels, mais surtout le panafricanisme. Parce que nous sommes convaincus que si notre expérience, si notre offre avait été comprise de part et d'autre, je suis sûr qu'il y a des acteurs de la rébellion qui ne seraient pas mêlés de cette rébellion, qui auraient compris que Gbagbo Laurent, ce qu'il est en train de proposer là, c'est la suite de Thomas Sankara, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Certainement, certains acteurs qui aujourd'hui le confessent, ne seraient jamais rentrés ou du moins apporter cette caution leur caution à cette rébellion. Donc, pour tout dire, l'offre, elle n'est pas très nouvelle, elle est ancienne, mais elle a été bonifiée en tenant compte de notre expérience. Oui, en tenant compte de votre expérience, mais le nom a changé. Vous avez laissé l'enveloppe avec Afin-Guessan, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo. Mais maintenant, avec PPACI, il y a aussi des symboles forts, comme le logo. Alors, on veut en savoir davantage par rapport à cela. Alors, notre logo, puisque le manifeste de notre parti est clairement, nous indique de façon claire, qui est notre approche philosophique de notre projet de société, de programme de gouvernement que nous allons mettre en place, est que c'est vraiment le panafricanisme, assis autour du panafricanisme. Et quand nous le disons, ce n'est pas des slogans. Et c'est pourquoi le logo de notre parti, c'est les deux mains croisées, comme ça, et qui s'incrustent dans la carte de l'Afrique. Pour dire que c'est dans l'unité que nous devons avancer.
Ça, c'est le logo. Et puis, maintenant, le signe de ralliement, c'est les deux mains, mais en dehors de la carte, bien sûr, Afrique, c'est les deux mains, puisque ça, c'est un signe de ralliement, c'est les deux mains ici. Donc, voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à ça. Vous avez dit que maintenant, votre offre a été bonifiée. Nous voulons en savoir davantage sur ce qui bonifie l'offre par rapport à l'ancienne offre. Alors, la première des choses que nous faisons, c'est qu'elle a été bonifiée parce que nous voulons ayant constaté que les défis qui se dressent à l'Afrique sont des défis transnationaux. L'OUA a effectivement exigé que nous respectons les frontières héritées de la colonisation. Nous le faisons. Mais la nation, je me rends compte qu'effectivement, il y a une nation africaine. Parce que je vous assure que moi, quand je suis au Burkina Faso, je ne me considère nullement comme un étranger au Burkina Faso. Tout à l'heure, je disais à votre ami que le ministre des Affaires étrangères ici, c'est mon frère, Barry. Mais quand il dit c'est mon frère, que nous avons mangé le ngomi ensemble, Barry parle ma langue. Quand nous nous voyons à deux, nous parlons, il parle ma langue. Nous avons fait l'école primaire ensemble jusqu'au lycée. Donc, vous voyez un peu comment nous sommes interconnectés. Et donc, c'est cette possibilité-là, c'est cette option-là que nous avons compris qu'il faut que nous créions un mouvement de gauche africain. Comme le RDA l'a fait à un moment donné, pour faire face aux défis des indépendances. Aujourd'hui, nous avons la question djihadiste. Au début, quand ça a commencé, on a dit au Mali, au Niger, ça va rester là-bas. Ça arrive au Burkina. La Côte d'Ivoire disait, les Ghana disaient non, ça ne nous arrivera jamais. Mais on nous attaque déjà au niveau de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne savent pas. Depuis 2 semaines, il y a 2 semaines, il y a encore des attaques. Donc, et ne nous trompons pas aussi de la nature de notre adversité. C'est la même adversité qui, depuis la période esclavagiste jusqu'à cette période-là, c'est le même système qui change d'habit, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, en face de ça, je ne crois pas que la solution, certains pensent qu'il faut abandonner une puissance pour aller vers une autre puissance. Mais ce n'est pas la solution. Parce que dans les relations internationales, il n'y a pas la fraternité dedans. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que vous constituiez en force intérieure puissante, capable de tenir donc un langage uni et de proposer aux autres une sorte de contre-puissance. Alors, dans ces conditions-là, quel que soit le partenaire avec lequel vous traiterez, on vous prendra au sérieux. On vous prendra au sérieux. Oui, donc voilà un peu notre offre. Créer une structure horizontale africaine, transnationale africaine, un parti autour des valeurs de la gauche, du patriotisme, de la gauche, de la souveraineté et du panafricanisme, et puis proposer aux Africains des solutions endogènes. Mais comme effectivement... Bon, précisez votre question. Comment est-ce qu'on l'africanise? Parce que vous avez pris l'exemple du RDA qui était un contexte différent où les leaders des différents pays s'étaient retrouvés. Mais là, comment est-ce que vous l'africanisez? Oui, mais c'est pourquoi nous sommes venus ici. Si vous faites attention au nom qu'on a fait, PPACI, c'est-à-dire c'est Parti des peuples africains, section Côte d'Ivoire. Comme ce fut en son temps, RDA, section Côte d'Ivoire, on appelait PDCI RDA, ainsi de suite. Notre retour, c'est qu'on puisse être capable de trouver des partis qui existent, par exemple, les Sankaré peuvent dire, écoutez, cette offre nous intéresse, nous nous appellerons Uni MPCI, section PPA, ainsi de suite, parce que et c'est ça qui est notre offre. Et nous sommes en train d'envisager la possibilité d'échanger nos programmes de gouvernement. Parce qu'il y a une constante qui est apparue. Tant que les peuples ne s'approprient pas la notion d'africanisme, ne s'approprient pas le panafricanisme, et que le débat n'ait pas lieu au niveau des peuples, à travers des partis politiques, les leaders seront toujours déconnectés. Ils seront toujours déconnectés. Cette question paraît trop élitique. Et c'est le reproche que nous faisons, les uns et les autres font, par exemple, aux structures d'intégration comme la CEDEAO. On la trouve très détachée des peuples, elle est très fonctionnalisée, elle est beaucoup plus entre les hommes aux appelés comme un syndicat des chefs d'État. Bon, c'est un peu exagéré, mais c'est tout comme. Et cette approche-là, ça ne peut pas, elle est bien, mais elle ne peut pas nous envoyer loin. Donc, créer des réseaux, un réseau africain autour de nos valeurs, proposer des échanges au niveau des programmes de gouvernement entre les partis,
expliquer à nos populations ce que nous voulons, qu'elles soient burkinabées, ivoiriennes, maliennes, guinéennes, ainsi de suite. Voilà un peu comment nous voulons matérialiser cette approche-là. Oui, justement, moi je vous prends un mot sur la vision de ce panafricanisme. Vous parlez d'une Afrique-nation, ce qui est très intéressant, mais en même temps c'est un PPACI qui veut l'incarner, mais qui est aussi je ne veux pas dire transfuge, mais qui nous rappelle le FPI, et dont dans l'essence même, puisque vous parliez d'enveloppe, est ce FPI qu'on a connu à une époque où elle a été aussi acteur avec d'autres. En Côte d'Ivoire, de scènes où on a vu pas seulement de la violence verbale à l'endroit d'autres communautés africaines qui étaient sur son sol, mais de violence au sens propre du terme. Ça, c'est un passé aussi qui colle à la Côte d'Ivoire et au cours duquel vous avez été acteur. Aujourd'hui, vous parlez du panafricanisme avec cette façon de voir l'Afrique de façon en fait État-nation, mais ça va avec le respect des uns et des autres et puis la non-déshumanisation dans les propos, alors que ça, on l'a connu à un moment donné en Côte d'Ivoire. Alors, comment ça s'explique? Monsieur le juge, sur ce point, vous permettez que je puisse vous prendre, je vous contredise. J'ai l'habitude d'être quelqu'un de très franc dans mes choses. Allons-y alors. Votre position ne me paraît pas juste. Les Ivoiriens n'ont jamais été en eux-mêmes, et notre mouvement en lui n'a jamais été un mouvement xénophobe. On ne peut pas le dire de la Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on a eu ce sentiment profond qu'à un moment donné, effectivement, et ça je ne vais pas le cacher, pas parce que je suis au Burkina que je vais le cacher, c'est aussi l'une de mes forces de caractère, que les autorités du Burkina Faso, en cette période-là, ont joué un rôle négatif vis-à-vis de notre pays. Et quand vous avez une forte population dans un pays, chez nous il y a une langue, une image qui est très forte. On dit, le singe, Dieu avait réuni tous les animaux pour sauter le feu. Le singe a dit, moi je ne vais pas sauter le feu. Dieu lui a dit, non, moi j'ai une longue queue. J'ai une longue queue. Si je saute le feu et que mon bus tombe de l'autre côté et que le feu brûle ma peau ou ma queue, je ne vais pas dire que je n'ai pas brûlé. Quand on a une responsabilité collégiale parce qu'on est entremêlés. Moi, j'ai vu une forte communauté ivoirienne qui vit au Burkina Faso. Donc, à chaque fois que je dois prendre une position en tant qu'homme politique par rapport à une question qui est au Burkina Faso, je suis obligé de faire attention à ce que je vais dire. Là, la crise en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que le régime de Blaise Compaoré a nourri, blanchi, pour le compte du gouvernement français, la rébellion qui a attaqué. Et dans un pays où la question n'est pas très forte, et c'est pourquoi je vous retourne au mot, c'est en cela où, quand les questions ne sont pas bien expliquées et que les populations ne comprennent pas la nature du combat, évidemment, il y a des excès qui naissent. Mais les excès, vous ne pouvez pas les rattacher comme s'ils avaient été organisés comme tels. Nous n'avons jamais eu, au sein de notre parti, des slogans hostiles. Les slogans hostiles que nous avons prononcés, c'était prononcés particulièrement contre la présence française. Il n'y a jamais eu de mot d'ordre contre les étrangers? Jamais en Côte d'Ivoire. De notre parti politique, le FPI, vous me trouverez un seul mot d'ordre lancé par le FPI en tant que parti, structure organisée contre les étrangers. Ça n'a jamais existé. Ça aussi, c'est aussi l'une des fautes de nos médias. Parce que, voyez-vous, lorsque on veut noyer son chien, on l'accuse des rages. Et je pense que les médias aussi ont joué un rôle négatif dans cette crise. Ils n'ont pas cherché à aller en profondeur. Chacun a repris mot à mot ce que l'AFP leur disait, ce que Reuters disait. Mais l'AFP, c'était la voix officielle de ceux qui nous attaquaient. Alors si vous reprenez exactement ça, quand vous le dites, mais celui qui est à Wayouya, il croit à ça. Celui qui est à Banfora, ou à Kopela, il croit à ça. Oui, alors que vous suffisait de traverser la frontière et aller mener des enquêtes. Et c'est que nous n'avons jamais vu un seul journaliste africain, en dehors de Kwesi Prat, du Ghana, qui a pris sur lui de traverser la frontière, aller interroger les Ivoiriens. Et c'est le rapport qu'il a fait dans sa télévision au Ghana qui a changé la vision des choses. Il a dit attention, ne nous laissons pas abuser. Parce que l'information qu'on nous donne concernant la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la vraie information. Ça, c'est des informations que les gens nous donnent pour amener à nous révolter contre ce peuple, ce gouvernement. Oui, mais ce que vous dites n'enlève en rien la réalité. Moi, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit un parti qui a été acteur
dans une crise dans laquelle on a connu comment est-ce que l'étranger a été très maltraité. Ce que vous dites, c'est vrai, mais ça n'enlève en rien le nombre de morts d'étrangers qu'on a vu là-bas sur le coup d'une communication, fausse ou mauvaise comme vous dites, ou bien sur le coup d'un positionnement d'un président d'un pays fut-il voisin. Ça, c'est des raisons que vous donnez, mais cela n'enlève en rien le nombre de morts de personnes étrangères qu'on avait alors sur ce sol. Alors, je vous dis que la solution, c'est que nous proposons. Parce que si, par exemple, le peuple burkinabé, qui est un peuple brave, je le disais, quand je regarde la vie de Ouagadougou, je suis émerveillé par la volonté de ce peuple de vaincre l'adversité. Ouagadougou, c'est une ville verte. À chaque fois que je viens ici, je suis surpris par la verdure de ce pays et la volonté de ce peuple de changer les choses telles qu'elles sont. Ce que vous dites, si effectivement les peuples avaient été formés en son temps, comme le RDA l'avait fait, ils auraient compris que Laurent Gbagbo, là, quand il a pris le pouvoir, il travaillait à la fois pour la Côte d'Ivoire et pour les Burkinabés. Qu'il travaillait pour la fois pour la Guinée, ainsi de suite. Mais il y a une groupuscule d'intérêts qui a manipulé l'information et la manipulation et qui a fait montrer effectivement ce clivage-là entre les peuples. C'est pourquoi l'offre que nous faisons, en disant qu'il faut ramener le débat au niveau des hommes politiques, au niveau des partis politiques, c'est pour que ces débats-là soient appropriés par la population, que les populations réfléchissent et comprennent que nous avons intérêt, lorsqu'il y a un tel leader, il faut faire attention à ce qu'on vous dit par rapport à lui. Donc ce que vous dites, c'est une réalité, mais c'est une réalité qui est une situation de crise et dans laquelle les Ivoiriens estimaient que les étrangers qui étaient avec eux les traitaient, les trahissaient. Donc, en même temps, il y a eu des réactions de part et d'autre. C'est pas seulement contre les gens, on a eu la même réaction contre les Français. Quand on a estimé qu'ouvertement, ils étaient des adversaires ou déclarés, on peut le critiquer comme on peut le critiquer, mais une situation de crise, elle ouvre toujours la porte aux excès. C'est pourquoi j'ai toujours été contre les situations de crise. Une situation de crise s'ouvre toujours sur des excès, parce qu'il y a des situations que vous ne pourrez pas contrôler. D'accord. Alors c'est vrai que beaucoup se posaient la question sur l'avenir politique de Laurent Gbagbo au lendemain de sa libération. Aujourd'hui, les choses sont claires avec la création du nouveau parti, le PPACI. Mais lors justement du congrès, le mystère a toujours plané sur sa candidature ou non en 2025. Est-ce que vous pouvez nous faire des révélations à la barre ce matin? Est-ce qu'il sera candidat en 2025? Nous sommes en 2021, nous sommes le 2 novembre 2021. Il y a encore, les élections chez nous, c'est le dernier samedi du mois d'octobre, du 5e mois, la 5e année. Donc nous avons encore 4 ans, 3 ans, 10 mois, 11 mois, quelques jours pour... Non. Si nous ramenons le combat du président Laurent Gbagbo à la conquête du pouvoir, c'est que nous n'avons pas bien compris. Il a déjà été président de la République et il nous l'a déjà dit. Il nous l'a déjà dit. J'ai été président de la République, même si c'était dans un contexte difficile, mais chaque homme politique, tout ce que nous faisons là, le maximum que vous pouvez atteindre là, c'est d'être président de la République. Quand vous l'avez atteint, bon, vous retournez. Et comme ce n'est pas un homme d'argent, il n'en a pas. Rappelez-vous qu'il allait à la CPI, il a été jugé indigent. Ils ont fouillé dans tout le monde entier et la CPI a été obligée de juger indigent et c'est la CPI qui a payé ses avocats pour lui. Donc, quand on connaît telle personne, il n'a aucune fixation sur le pouvoir. Mais quand je venais, le message qu'il m'a transmis, il m'a dit à nos frères du Burkina Faso que ce que nous avons commencé ensemble, mes frères qui sont décédés et moi, je suis le dernier survivant de ces personnes-là. J'aimerais qu'au moment où je vais fermer les yeux, pouvoir dire oui, l'œuvre que nous avons commencée, c'est poursuivi. Pas forcément parce qu'il sera président ou pas, mais donc l'élément essentiel pour le moment, ce que je peux vous dire, le président Laurent Gbagbo ne m'a pas encore dit qu'il sera candidat à cette élection. Il a même été clair. Il a dit j'ai mis cette structure-là pour préparer ma retraite. Et donc, concentrons-nous sur l'offre qu'ils font aujourd'hui. Et parfois, c'est très difficile de spéculer sur la volonté de quelqu'un. D'accord. Pourtant, quand le député de Tia Salé, Antoine Assalé, dit qu'il va déposer sur la table des députés une procédure pour limiter la limitation de l'âge et tout, vous avez dit que c'est une mesure qui visait essentiellement le président Laurent Gbagbo. Oui. Pourquoi? Je vous l'explique tout simplement. En quelques mots très rapides. En 2000, c'est nous, notre parti, qui s'est battu pour qu'on mette la limite d'âge.
à la Conso. C'est nous qui sommes battus. En 2006, ça n'a jamais dérangé, ça n'a dérangé personne. On a même mis, en plus de ça, on s'est battu pour parler de l'état de santé des présidents. Parce qu'en Afrique, nous avons remarqué que beaucoup de nos présidents deviennent aujourd'hui, ils viennent au pouvoir, et puis, depuis l'État devient leur assurance maladie. C'est-à-dire, ils sont malades, ils viennent, et puis bon, voilà, ils font 6 mois, chaque fois, il faut aller en Europe se soigner. Bon, l'État devient leur assurance maladie. Donc, nous avons mis ces conditions. Mais en 2016, le gouvernement actuel, avec tous ceux qui font les propositions aujourd'hui, ils ont décidé, bon, on enlève la limite d'âge. Ça n'a dérangé personne. Personne, c'est passé comme lettre à la poste. Dès que le président Laurent Gbagbo est libéré, on dit, ah, bon, écoute, cette question surgit. Mais je vous explique pourquoi je dis c'est visé, c'est lui qui vise. Quelle que cette disposition vise. Parce que depuis 2000, le système et ses relais n'ont eu qu'en Côte d'Ivoire qu'une et une seule volonté. Écarter Laurent Gbagbo par tous les moyens possibles du débat politique. Ça, je vous le dis et je le dis franchement. Et quand je le dis, je prends à témoin la décision rendue par le juge de la CPI. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui ai dit. Ce n'est pas un Burkinabé qui l'a dit pour qu'on dise que c'est un admirateur de Gbagbo Laurent. Les juges, c'était des Italiens, c'était des gens des îles. Dans leur décision rendue le 15 janvier 2019, confirmée le 31 mars dernier, les juges ont dit ceci. Toutes les preuves que vous nous avez envoyées et les informations que l'accusation nous a envoyées ici concourent à soutenir la thèse selon laquelle tout a été mis en œuvre pour empêcher le président Laurent Gbagbo d'exercer normalement le pouvoir. Tout, y compris aujourd'hui, tout ce que vous voyez, toutes les soubresauts que vous voyez. Donc la question fondamentale pour nous, dès l'instant où c'est au moment où Laurent Gbagbo arrive et que cette question semble prendre de l'intérêt, moi je suis en droit de dire, vu ce que les juges ont dit, je suis en droit de dire oui, ça c'est un autre obstacle que nous devons franchir. Mais l'initiateur est un député indépendant qui n'est pas sa première proposition du genre par rapport aux frais APE et tout. Donc, ce n'est pas... Alors, s'il vous plaît, vous dire quelque chose. Moi, les indépendants, je m'en méfie beaucoup dans mon pays. Pourquoi ? Les indépendants, je m'en méfie beaucoup. Mais est-ce que vous méfiez de cet indépendant-là, particulièrement ? Ah oui. Pourquoi ? Ah oui, j'ai beaucoup de raisons de me méfier pour lui. Parce qu'il est journaliste. Ah oui. Et je ne me rappelle pas qu'une seule... Les journalistes ne sont pas fiables. Non, j'arrive. Il est journaliste, il a un journal, mais je ne me rappelle pas un seul de ses articles avant la libération de Laurent Gbagbo sur cette question. Ça au moins, excusez-moi de le dire. Mais les élections législatives, ils sont en début de mandat pratiquement. Non, mais je vous pose une question. Je vous dis que ces questions-là, moi, aujourd'hui, quand je parle par exemple de la dette, si je suis ministre et que je pose la question de la dette, personne ne me contredira parce que je l'ai écrit. Il a un journal, il est leader d'opinion. Je ne me rappelle pas que de 2016, ou en tout cas que lorsqu'on a levé cette limite d'âge-là, en 2016, Assalé a fait un document dans ce sens. Moi, je m'en doute, je n'ai jamais vu ça. Et donc, excusez-moi, ce n'est pas, voyez-vous l'erreur que les gens font. Le débat politique, là, c'est que nous menons ici, on n'est pas à l'Assemblée nationale. Le débat politique, il se mène partout. Et quand tu as une tribune, ton opinion, tu les mets et tu la défends. Mais quand tu fais à un contexte, tu fais sortir une opinion dans un contexte, forcément, les gens vont interpréter tes intentions. Parce que c'est sorti dans un contexte particulier, alors que tu avais une possibilité avant de le faire. Parce que même dans le camp RDR, il y en a qui ne sont pas d'accord avec sa sortie. Oui, mais alors, ce que je vous dis, c'est pour vous dire que, en fait, pour venir sur le fond du problème, c'est de l'enfantillage. Je vais vous expliquer pourquoi. La question de la Côte d'Ivoire est trop sérieuse. C'est un problème qui est trop sérieux. Tout à l'heure, le frère posait la question des problèmes que nous avons connus pendant la situation de crise. Mais c'est l'héritage de l'oufouettisme.
Et j'ai dit, les 3 leaders dont les gens parlent parfois avec beaucoup de condescendance ou alors de défiance, non, ils sont vieux, ils ont fait une capitulation. C'est vrai qu'ils ont animé la vie politique pour un long moment. Mais ce n'est pas les premiers. Hein. Quand tout à l'heure, j'ai vu Zéphirin. Hein. Zéphirin, c'est depuis le temps de comment ça s'appelle, Blaise Compaoré, hein, qu'il anime la vie politique au Burkina Faso. Ce que je vais vous faire savoir, c'est qu'ils ont hérité d'une situation politique, un héritage qui est très lourd. Beaucoup de saleté à l'intérieur. Derrière la beauté de la Côte d'Ivoire se cachait beaucoup de choses. Ça aussi, c'est le système international, c'est le fouettisme. Oui, mais un héritage mal géré. Non, c'est ce que je dis. C'est pourquoi, justement, quand on vous donne un héritage qui est lourd comme ça, si vous ne faites pas attention, vous les gérez mal. Pour tirer la leçon de cet héritage, ce que moi, Kone Katina, j'ai toujours dit, ces 3 personnes ont un rôle encore à jouer. Pour purifier cet héritage qu'on leur a donné, qui était lourd, qu'ils ont eu du mal à gérer, qu'ils le purifient en se parlant, avant qu'ils doivent le transmettre à des générations futures, il faut le transmettre aux futures. Parce que si on nous transmet cet héritage-là, avec ce qu'il y a comme rancœur, comme ressentiment, je peux vous dire que rien n'aura changé en Côte d'Ivoire. Donc la question n'est pas d'ordre générationnel, la question elle est plutôt d'ordre je dirais, moral, d'ordre politique. Et je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui quelqu'un qui a la capacité, le charisme nécessaire de purifier cet héritage-là en dehors de ces 3 personnes. Moi, je ne fais pas la politique. Vous dites qu'il y a un passif à épurer, il y a des rancœurs. Ça nous amène sur le terrain de la réconciliation nationale, qui est une question centrale en Côte d'Ivoire. Il y a même un ministre qui a été dédié à cette question-là. Vous avez parlé de votre passage au Ghana, votre exil. Il y a Laurent Gbagbo qui a été acquitté par la CPI. Aujourd'hui, quand on parle de réconciliation, quel est votre regard là-dessus? Est-ce que les cœurs sont suffisamment prêts et préparés pour aller vers cette réconciliation? Il y a, aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un vent assez paisible qui souffle la Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous avez été réintégré au niveau de la direction des impôts. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la réconciliation. Ça, c'est mon droit. C'est le droit, c'est mon droit, ça n'a rien à voir avec la réconciliation. Merci pour la précision. Je n'ai même pas été réintégré, je n'avais pas été radié, mais je vous dis, ça c'est un débat, je mènerai les choses, ça n'a rien à voir avec la réconciliation. Ce que je voudrais vous dire est très simple. Oui, il y a un vent de paix qui est sur la Côte d'Ivoire. Et c'est ce vent de paix que nous voulons rassurer. Parce qu'effectivement, des exilés, moi c'est à la faveur du retour du président Laurent Gbagbo que je suis rentré. Quand il est sorti, qu'il devait rentrer, il m'a dit, tu rentres pour préparer, participer à mon accueil préparé. Et il m'a confié la communication de son retour. C'est nous qui l'avons piloté de bout en bout, dans un comité d'organisation bien structuré. Nous sommes rentrés, beaucoup de jeunes cadres sont rentrés, au point où aujourd'hui le gouvernement ivoirien est en train de voir avec la communauté internationale pour qu'on enlève le statut des réfugiés, puisque pour eux, il n'y a plus de raison. Et je pense qu'en 2022, la question risque d'être posée. Donc c'est un acquis sérieux. Mais il y a le passif, effectivement, qui est là. Il ne faut pas qu'on se le cache. On ne sort pas d'une crise comme ça. C'est pourquoi je retiens sur mon offre. La réconciliation est en marche. Il ne faut pas qu'elle soit institutionnelle. Moi, je ne crois pas à la réconciliation institutionnelle. Le ministre de la réconciliation, ça, c'est institutionnaliser une question qui est fondamentale. Moi, aujourd'hui, je vous ai parlé à mon cœur ici. Et je crois qu'aucun Burkinabé ne m'en voudra parce que c'est que je lui ai parlé à mon cœur. En Côte d'Ivoire, c'est ce que nous disons aux uns aux autres. Asseyons-nous et parlons-nous franchement. Situons les responsabilités. Et à partir de cet instant-là, on pourra demander pardon aux uns aux autres. Donc, une réconciliation trop institutionnalisée, elle ne donne pas de bons résultats. Et donc, aujourd'hui, il y a du travail qui a été fait, mais il y a encore des militaires qui sont en prison, il y a des civils qui sont en prison de la crise 2011. Je pense que le chef de l'État doit faire un effort dans ce sens-là. Il y a encore quelques réfugiés qui doutent la sincérité, qui doutent un peu. On doit les aider. C'est l'une des rares fois où toutes les 3 personnes, depuis pratiquement, se retrouvent en Côte d'Ivoire. Les 3 fortes personnalités se retrouvent en Côte d'Ivoire. Elles ont besoin de se parler. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo a fait en allant voir d'abord Bédié et puis le président Ouattara, qu'il est allé les voir, et tout simplement pour leur dire « je suis disposé à ça ». Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas un truc qui se fait en une minute, parce que les ressentiments sont énormes, mais c'est le rôle des politiques dans chaque pays
de pouvoir conduire toutes les brèches. Justin Katina Kone, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. Vous êtes également deuxième vice-président du conseil stratégique et politique de cette formation politique. Merci d'être passé au tribunal de l'actualité. Merci, monsieur les juges, pour les clés de lecture. On se donne rendez-vous demain pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.